Et on parle de la guerre en Ukraine, toujours au cœur de l'actualité avec son lot de tragédies. Une guerre qui ne doit pas non plus nous faire oublier ce qui se passe justement dans les frontières même de l'Europe, dans la région du Haut-Karabakh notamment. Et oui, on en parle finalement peu au regard de la situation actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, depuis la fin de la guerre en Artsakh en novembre 2020 entre les forces azéries et le peuple arménien, les choses sont loin d'être apaisées. Cela fait maintenant plus d'une semaine qu'il n'y a plus ni eau chaude ni chauffage à Stepanakert, la grande ville du Haut-Karabakh, et dans tout l'Artsakh. Précisons que cela concerne quand même environ 110 000 personnes. Il faut bien comprendre ce que ça représente dans une région où il fait de plus en plus froid, moins 3 degrés ces dernières nuits. Alors pourquoi cette situation ? Eh bien parce que les Azéris refusent de laisser les Russes venir réparer le gazoduc qu'ils ont eux-mêmes endommagé. Hier, l'Union européenne, enfin, au bout de toute une semaine, a mis le holà et exprimé son inquiétude. Une situation dramatique, Christophe, qui pourrait bien durer. Et c'est un dossier dont on ne parle finalement plus du tout dans la presse française et internationale, comme malheureusement d'autres sujets. Et pourtant, les choses effectivement pourraient se dégrader. Les 27 se sont donc montrés préoccupés par les dernières violations du cessez-le-feu et par la perturbation de l'approvisionnement en gaz naturel du Haut-Karabakh. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie a déclaré lundi que ces questions seraient à l'ordre du jour lors de sa rencontre avec des officiels à Erevan, la capitale de l'Arménie. Alors il faudrait expliquer peut-être ce qui se passe sur le terrain. Clairement, depuis plus d'une semaine, les résidents donc d'origine arménienne du Haut-Karabakh sont privés de gaz naturel car le gazoduc à travers lequel le carburant est fourni à la région depuis l'Arménie a été endommagé, on l'a dit, par une section passant par un territoire qui a été contrôlé par l'Azerbaïdjan, qui est toujours contrôlé par l'Azerbaïdjan depuis la guerre de 2020. Oui, et les autorités de Stepanakert, c'est la grande ville de l'Artsakh, accusent l'Azerbaïdjan de ne pas permettre aux travailleurs de maintenance de la région d'approcher et de réparer le pipeline endommagé. Aujourd'hui, les autorités du Haut-Karabakh et de nombreux militants des droits de l'homme à Stepanakert et à Erevan décrivent la situation actuelle comme une crise humanitaire en cours. Et cela s'ajoute avec un grand nombre de violations du cessez-le-feu le long de la ligne de contact entre les forces ethniques arméniennes et l'armée azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, que les deux parties se sont imputées l'une à l'autre. Aujourd'hui, Erevan et Bakou se sont également accusés mutuellement d'aggraver les tensions le long de la frontière. Des frontières qui restent, faut-il le rappeler, non délimitées depuis la désintégration de l'Union soviétique. Et la semaine dernière, les autorités militaires d'Erevan ont par ailleurs déclaré qu'au moins un soldat arménien avait été tué, un autre blessé le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Un autre a été blessé dans la ville de Kramor alors que l'armée azérie ouvrait des tirs de mortier sur le village à l'est du Haut-Karabakh. De son côté, Bakou a nié toute responsabilité pour ces attaques. Aujourd'hui, la communauté internationale semble en tout cas peu s'émouvoir de la situation, mais les Arméniens ne comptent pas en rester là. Vendredi dernier, un porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que les responsables d'Erevan envisageaient de demander au coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE, qui rassemble donc les États-Unis, la France et la Russie, on va en reparler, d'entamer des pourparlers de paix entre Erevan et Bakou. Et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères a justement indiqué que son pays avait transmis à Erevan une nouvelle proposition en 5 points pour la normalisation des relations entre les deux pays. Une proposition pour l'instant restée lettre morte côté arménien qui privilégie toujours la médiation internationale. Et oui, aujourd'hui, les Arméniens restent particulièrement affectés par ce qui s'est passé il y a 2 ans, donc cette guerre éclair de 44 jours qui s'était soldée par un accord de cessez-le-feu sous l'égide de la Russie, mais qui avait été dévastatrice pour l'Arménie, puisque, rappelons-le, les 3/4 du territoire du Haut-Karabakh sont passés aujourd'hui sous contrôle azéri. 5000 jeunes réservistes arméniens avaient également été tués dans ces combats impossibles à gagner, avec une nette disproportion dans les forces de combat. Comment lutter, en effet, contre des drones turcs terriblement destructeurs ? À l'époque aussi, il faut le dire, l'Azerbaïdjan et la Turquie avaient profité de la crise mondiale due à la pandémie, et le monde entier avait donc les yeux tournés vers aussi la campagne présidentielle américaine. Eh oui, quand une actualité chasse l'autre, en effet, est le moment idéal pour avancer leur pion. Et aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le drame, effectivement, ukrainien. C'est donc là, encore une fois, peut-être l'occasion pour les ennemis d'Erevan de prendre un peu plus le contrôle. Mais on peut s'interroger alors sur le rôle de la Russie, que l'on sait très proche d'Erevan, et cela a justement un lien avec l'Ukraine, vous allez le voir. C'est d'ailleurs la journaliste Valérie Toragnan qui nous donne quelques éléments de questionnement. Dans un
un article publié cette semaine pour la revue des Deux Mondes. Et quelle leçon Vladimir Poutine a-t-il tiré de la guerre du Haut-Karabakh qui opposait l'Azerbaïdjan et la Turquie aux Arméniens du Haut-Karabakh en 2020 ? L'attitude des Occidentaux l'a-t-elle conforté dans sa décision d'envahir l'Ukraine ? C'est donc les deux questions que la journaliste pose. Et quand Valérie Toranian évoque justement l'attitude des Occidentaux, elle parle clairement de l'abandon de l'Europe et des États-Unis et leur manque de fermeté vis-à-vis de l'agression azéro-turque. Plus loin, elle parle même de leur soumission face au rôle dominant de la Russie dans le conflit. Alors, qui irait justement l'arrêter, Poutine en Ukraine ? En effet, la Russie avait été la grande gagnante de ce conflit, se déclarant liée à l'Arménie, mais aussi amie avec l'Azerbaïdjan. La Russie avait laissé la tuerie finalement se perpétrer pour intervenir in extremis. L'occasion pour Moscou de se positionner dans un nouveau format aussi de discussion avec pour seul interlocuteur l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie, excluant de fait le format précédent, celui du groupe de Minsk de l'OSCE, coprésidé donc par les États-Unis et la France, et qui est censé régler ce conflit du Haut-Karabakh depuis 1997. Oui, effectivement, 25 ans, mais en l'absence de véritable implication américaine et française, la Russie se retrouve alors totalement maître du jeu, sachant que l'Arménie n'a pas vraiment le choix, dépend beaucoup bien sûr de la Russie, notamment en matière d'énergie. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a désormais des troupes de maintien de la paix installées en Azerbaïdjan pour une durée de 5 ans renouvelable. Double victoire donc pour le Kremlin en termes d'hégémonie. L'Arménie est malheureusement donc la grande perdante de ce conflit avec l'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, les conditions arméniennes pour une reconnaissance du statut de la région arménienne du Karabakh aujourd'hui n'existent quasiment plus dans les discussions qui se tiennent, avec donc une implication aussi directe de la Turquie. Clairement, on le voit donc ici, la guerre du Haut-Karabakh a réellement pu peut-être inspirer Vladimir Poutine pour son invasion de l'Ukraine. L'histoire se répète d'ailleurs. Sur le Haut-Karabakh, il y a eu par exemple il y a 2 ans l'utilisation de bombes au phosphore, pourtant totalement interdites par les conventions internationales. Des bombes qui sont utilisées encore ici, là, aujourd'hui en Ukraine. Des maternités aussi avaient été bombardées en Artsakh. Des civils avaient été tués, comme cela se passe actuellement en Ukraine, sans qu'à ce moment-là, en revanche, cela ne suscite de réaction. Alors, une question demeure, Christophe, une plus grande fermeté des Occidentaux lors du conflit du Haut-Karabakh aurait-elle fait hésiter, donc on l'aura compris, Vladimir Poutine avant d'attaquer l'Ukraine ? Eh bien, rien ne permet d'y affirmer, mais l'assurance presque démoniaque du dictateur russe, sa certitude d'avoir en face de lui des faibles et des dégénérés, comme l'écrit toujours Valérie Toranian, fait partie de son logiciel de pensée. L'Ukraine sera-t-il le Haut-Karabakh ? Eh bien, il semble que cette fois, le monde n'a pas détourné le regard. Effectivement, Vladimir Poutine semble s'être lancé dans la guerre de trop. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Et c'est tant mieux pour les Ukrainiens, en tout cas, qui, contrairement aux Arméniens, bénéficient du soutien des opinions publiques et de l'Europe, même si les pertes s'annoncent importantes et que l'issue de cette guerre en Ukraine est totalement imprévisible aujourd'hui. La question, malgré tout, qu'on se pose ce matin est celle-ci. Est-ce que les troupes azerbaïdjanaises ne vont pas profiter de ce chaos mondial de la guerre en Ukraine qui mobilise les Russes sur plusieurs fronts pour lancer une nouvelle offensive contre les Arméniens du Haut-Karabakh, les Arméniens qui ne sont plus protégés, donc désormais visiblement par la Russie. On suivra évidemment ce dossier.